La Cité européenne des scénaristes présente... La série, je dirais pas que c'est plus facile à assurer, mais en tout cas, les risques sont peut-être moindres parce que on peut avoir le loisir de réécrire plus facilement que sur un long métrage qui est une histoire bouclée. Souvent d'ailleurs, on arrive sur l'assurance d'une série et les derniers épisodes sont pas écrits. Les assurances et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. L'accueil qu'on a, nous, quand on arrive chez la production, il est assez privilégié puisque on devient, entre guillemets, mini coproducteur pendant la demi-heure de rendez-vous en disant voilà, ton problème devient mon problème, comment on fait pour se démerder dans ce truc-là. C'est assez enthousiasmant. Leur métier, identifier les risques que soulève la production d'un film ou d'une série, puis négocier auprès des compagnies d'assurance une couverture adaptée au projet, et enfin gérer les sinistres quand ils se présentent. Effectivement, dans ce 40e numéro de l'émission, la parole est au courtier en assurance, intermédiaire donc entre les productions et les assurances. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 4, mes invités du jour représentent les deux principales sociétés françaises de courtage pour les films et séries, couvrant ainsi les risques de la très grande majorité de nos tournages, qu'il serait donc vain d'énumérer ici. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Mais avant, la Cité européenne des scénaristes a le plaisir d'annoncer la mise en ligne du site internet dédié à sa structure de formation continue S comme scénario, s-com-scénario sans accent.com, pour explorer la désormais quinzaine de modules professionnalisants et certifiés si vous souhaitez apprendre ou approfondir le métier de scénariste. Je vous mets le lien en description et vous laisse avec l'épisode du jour, enregistré en février 2025. Bonjour, je suis Hugo Rubini, je dirige avec Olivier Auguste Dormeil un cabinet de courtage d'assurance qui s'appelle Rubini Associés. On s'est créé en 1995 et on est spécialisé dans le courtage de films, publicité, cinéma, télévision. Je travaille avec Hugo Rubini, donc je vais un peu répéter la même chose. Je m'appelle Olivier Auguste Dormeil. Je suis assez sympa et je m'occupe plus d'assurer des productions cinématographiques et audiovisuelles. Et les derniers films sur lesquels votre boîte a bossé, par exemple, ou projet dont vous pouvez parler ? Emilia Pérez, par exemple. Philippe Poumara, responsable au sein du cabinet DioCSI des garanties et des assurances proprement dites liées aux assurances de tournage. Nous travaillons avec Anne-Séverine depuis aujourd'hui 10 ans au sein du cabinet, mais nous avons tous les deux une expérience d'environ 25 ans en matière d'assurance de tournage. Bonjour, je suis Anne-Séverine Lucas, je travaille donc avec Philippe Poumara chez DioCSI. Les derniers films, L'Amour ouf, par exemple, Le Comte de Monte-Cristo, Les Trois Mousquetaires. Qu'est-ce que vous vous souvenez du premier projet, premier scénario que vous avez lu dans le cadre de votre métier de courtage et comment c'était ? C'est le premier film que j'ai assuré en 97. Ça s'appelait La vie rêvée des anges. Ouais. J'ai eu la chance que c'était le premier film que j'assurais et les deux comédiennes ont eu un prix d'interprétation à Cannes, donc c'était bien. J'ai lu le scénario qui est une histoire de deux filles qui habitent ensemble, un peu très film d'auteur français. Si vous parlez de risque d'assurance, il n'y en a pas parce que c'était vraiment très simple. Mais j'ai eu la chance, encore une fois, pour le premier film sur lequel je travaillais, qu'il a eu les feux de la rampe. Je crois que ça fait 1,4 million, 1,5 million. On est toujours content de travailler sur des films qui vont trouver le public, on va en parler, et t'as l'impression un peu bête d'avoir servi à quelque chose et aider à ce que le film se fasse. Alors moi, ça remonte à 1999, un peu plus tardivement. C'était une petite série, c'était Famille Formidable, donc rien d'exceptionnel. J'étais avec Jean-Claude Ménex à l'époque. Évidemment, j'arrivais dans le métier. Il m'a dit, écoute, lis ce scénario et essaye de voir un petit peu quels sont les risques, les expositions. Très sincèrement, il n'y en avait pas énormément. C'était plus une question évidemment du nombre d'acteurs. Je dirais que ce qui a été plus important, c'est par la suite vraiment les films d'action, puisqu'on a eu Taxi 1 an plus tard, où là, en effet, j'ai compris qu'il y avait quand même des risques bien plus importants, qu'il fallait les comprendre, les appréhender. Et ensuite, ça a été surtout le Don Quichotte, où là, c'est la première fois que je lisais en anglais un scénario. Donc ça a été assez particulier, pas facile. L'humour anglais en plus, pas toujours évident à comprendre au travers de ce scénario, mais celui-ci m'a marqué. Alors, mais c'était le Don Quichotte qui s'est pas fait, c'était celui de c'est Guillaume. celui qui s'est pas fait, Okay. tout à fait, oui. C'est pas tant le sinistre qui va s'en suivre, mais j'avoue que la lecture du scénario n'a pas été forcément facile pour moi. Oui, parce qu'en plus, le sinistre, il est bien connu, celui-là. Voilà, oui, Le sinistre a été un film d'ailleurs. Ouais, exactement, Voilà, Lost in La Mancha. c'est ça, Lost in La exactement. Mancha, en effet, où on a vraiment vécu, en effet,
fait la totalité des incidents. Et c'est vrai qu'au départ, nous, ce sur quoi on a été surtout alertés, ça a été la période des inondations, bien sûr, hein, qu'on a connu à ce moment-là sur le site. Je disais, bon, certes, il y a un sinistre, il va être certainement maîtrisable dans la mesure où ça va durer certainement quelques jours, les coûts de reconstruction. Mais c'est après, évidemment, le sinistre majeur qui sera l'indisponibilité de Jean Rochefort, et là où on comprendra qu'on sera sur une perte totale. Sacré premier souvenir. Ensuite, les autres premiers souvenirs, oui, Anne-Séverine? Ouais, je m'en souviens très très bien. Je pense que j'ai lu 17 fois le scénario avant de rencontrer le producteur, pour être sûr d'avoir bien tout en tête. C'était mon idole, de Guillaume Canet, avec François Berléand et Diane Kruger. Okay. Quelques risques aggravants, puisqu'il y avait un accident de voiture qui fonçait dans un cerf, ou plutôt un cerf qui rentrait dans une voiture, je sais pas comment on le dit. Donc je m'en souviens très très bien, ouais. J'ai revu depuis plusieurs fois le film, et c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup. Et après, on connaît la carrière. J'ai eu beaucoup de chance aussi, comme disait Hugo, parce que d'avoir assuré ce premier long métrage de Guillaume Canet et de son producteur, pour ensuite faire une grande route ensemble, et voilà. Le premier scénario que j'ai lu, c'est pour le film Jet Set. Donc c'est pareil, c'était pas très compliqué ou très risqué en termes d'assurance. C'était plutôt des beaux décors, des beaux costumes en fait, qui pouvaient représenter un petit risque. Mais en tout cas, c'est une comédie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu parce que ça fait 2 millions d'entrées. C'était très sympathique en fait, voilà, c'était assez rigolo. Qu'est-ce qu'on assure sur un film ou une série? Est-ce qu'on assure que le tournage? Est-ce qu'on assure d'autres choses auprès de vous? Ce qu'on assure en effet, c'est tout d'abord différents types d'événements dans un tournage. C'est l'indisponibilité des personnes, des biens nécessaires au tournage, on voit la retrait d'autorisation, le support lui-même qui est évidemment un risque, et les biens que l'on va utiliser, qui sont les biens de location, notamment les matériels techniques, les décors, costumes, accessoires. Donc c'est ce focal avant tout évidemment que l'on va couvrir pendant le tournage. Mais vous avez l'avant-tournage qui va être la pré-production et la post-production. Là aussi, évidemment, nous intervenons tous les 4 vis-à-vis de nos clients sur l'évaluation des risques et l'identification des risques dès le pré-tournage. Donc on intervient très en amont. En pré-prod, on couvre essentiellement les personnes indispensables, les personnes clés du démarrage, réalisateur, acteur principal. Et en post-prod, c'est plus le support, mais c'est aussi le réalisateur parce que il faut qu'il valide quand même le montage du film. Et ça, c'est jusqu'à copie zéro. C'est parce qu'il a ce qu'on appelle le final cut. C'est-à-dire que c'est lui qui décide du montage définitif. Et en pré-production, on peut aussi un peu assurer l'indisponibilité de lieu. Parce que si vous avez par exemple un film qui va se tourner dans un décor unique et pendant la pré-production l'endroit brûle, eh ben il peut y avoir des conséquences. Donc on peut aussi assurer ce genre. Dès la pré-prod, ok. Voilà. Et toutes les constructions de décors qui sont dans ce lieu dont Olivier parle, quand on assure Astérix, il y a 6 mois de construction avant, et donc il y a non seulement le lieu, mais il y a tout ce qui a été construit dedans. Donc c'est double effet qui se coule si jamais ça brûle. Où en est le scénario quand vous intervenez? À quel point vous intervenez en amont d'un projet? Le scénario, de toute façon, il est écrit là, vraiment. On peut avoir des cas où il est en cours d'écriture, je pense notamment aux séries. Ce que disait en effet Olivier était vraiment applicable au long métrage, et il a raison. En règle générale, on a toujours en effet le scénario. La question qui se pose pour nous, c'est lorsqu'on est en série, on a un showrunner derrière qui lui va évidemment a toutes les idées en place, mais va avec les scénaristes s'organiser, y compris en cours de tournage lorsqu'il y a des épisodes à finir. Alors il y a un autre moment où on peut intervenir qui est avant que le scénario soit écrit. À mon sens, c'est au moment de l'option qui est prise d'une adaptation d'un roman par un auteur-réalisateur, acteur, qui devient effectivement une personne clé à un moment T d'une dépense du producteur. Il va acheter les droits, ou en tout cas mettre une option payante. On peut pas transférer sur une autre personne, du coup. On peut pas se dire, si le réal est pas disponible, je vais aller sur une autre personne. Si, bien sûr, mais parfois, cette personne, elle est à l'initiative d'un choix. Et c'est parce qu'elle a envie d'adapter ce roman, parce qu'elle a une relation particulière avec cette histoire, que le producteur va monter sur ce film et prendre l'option. Il m'est arrivé de couvrir, je pense à une actrice, réalisatrice, scénariste, 3 ans avant qu'elle tourne le film. Mais l'assurance a été posée dès l'achat des droits, en fait. Dès l'achat des droits, exactement. Ok, c'est ça. En série, souvent les scénarios sont prêts un peu au dernier moment. Vous, comment vous évaluez des risques sur un projet dont les scénarios arrivent si tard finalement? Ce qui se passe souvent, c'est qu'on discute avec les directeurs de production, qui sont les gens qui fabriquent véritablement ces séries. C'est eux qui nous donnent les aspects un peu techniques et sur lesquels il pourrait y avoir quelques risques. Vous reposez sur eux, voilà, du coup. Exactement. Il va nous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans la suite des épisodes. On n'a pas évidemment le scénario à ce moment-là, mais il va nous dire, voilà, j'ai identifié ces risques-là. Ils seront posés par la suite. Alors,
Un contrat d'assurance de production, évidemment, est un contrat très vivant, c'est-à-dire que il n'est pas marqué dans le fer, dans le marbre, on peut le faire évoluer. Donc, en cours, justement, de tournage, on peut faire évoluer l'ensemble des assurances du fait de nouveaux risques ou de risques que l'on considère comme aggravants. C'est le particularisme de ce métier-là. C'est pour ça que vous avez affaire ici autour de gens qui sont proactifs. Ils sont en effet face à des problématiques qui vont être posées. Le but du jeu, c'est de trouver des solutions. Et en temps réel. C'est pas l'assureur pépère, j'aurais tendance à dire, et c'est pas péjoratif, qui va dire, je m'assois en effet sur une assurance, on verra l'année prochaine. Ouais. Là, vous êtes dans une réactivité permanente dans ce métier-là. C'est vous qui posez des questions, quelle est la pêche. Et les clients peuvent nous appeler tout le temps, jour et nuit, week-end, etc. à partir du moment où ils ont une problématique qui se pose. Oui, parce qu'un scénario peut évoluer même en cours de route, on est bien d'accord. Un réalisateur peut décider samedi après-midi de se dire, tiens, en fait lundi, je vais complètement changer, je vais pas l'appréhender comme ça. Je pense que cette scène, il faut qu'on la tourne comme ça. Et dans ces cas-là, si ça engendre un réel changement de situation et de risque, on nous appelle et on peut émettre un avenant d'assurance donc vous êtes dans super la journée. réactif pendant les tournages, vous êtes sollicité pendant les tournages. Quoi. Oui. Tout le temps. C'est vraiment le particularisme au titre de cette activité qui est celui de courtier d'assurance, c'est cette capacité de réactivité et d'auditer très rapidement les risques. Essayer de trouver à chaque fois des solutions. Je pensais pas que c'était aussi en temps réel. Justement, arrivons sur quelles sont les premières questions que vous vous posez quand vous lisez un scénario pour la première fois. Je dirais qui, quoi, comment, où, pourquoi, avec qui... En gros, où est-ce que ça se passe? Qui sont les personnes clés? Quel âge elles ont? L'âge des personnes. Parce qu'à partir d'un certain âge, la santé est plus fragile. Oui, et puis les contrats d'assurance, en général, les âges sont couverts entre 9 ans et 75 ans. 75 ans, tout à fait. Tout est possible. On peut assurer des gens qui ont 90 ans. C'est pas le problème. Mais on est obligé de retourner vers les assureurs et il peut y avoir des cotations un peu différentes que la cotation classique. Okay. Et certains assureurs ne veulent pas assurer des personnes de plus de 75 ans. Donc il faut qu'on sache dès en amont si on va avoir ce type de risque pour bien commencer avec les bons assureurs susceptibles de pouvoir accepter ce type de risque. Ok, donc l'âge, ok, donc les lieux... Les lieux, bien entendu, parce que tourner aujourd'hui dans des pays où évidemment il y a des risques de guerre, où géopolitiquement c'est instable, on peut penser évidemment dans un scénario, par exemple à la RDC, on va se poser la question, est-ce que l'on peut ou pas? L'assureur, souvent on va dire, écoute, il y a un risque géopolitique extrêmement important, donc moi je n'y vais pas, je reste que dans du risque éventuellement ordinaire, c'est-à-dire s'il y a un problème lié à un acte de terrorisme ou un acte de risque de guerre, non, c'est hors de question. Donc on va se poser la question avec le producteur, est-ce qu'il n'y a pas un pays de repli éventuellement? Moi je pensais en effet en tant que scénariste, ça serait bien la RDC parce que c'est le sujet en effet des conflits, on peut dire ethniques qu'il peut y avoir, on va essayer de le déplacer dans un autre pays à ce moment-là, au travers peut-être de décors que l'on pourra faire et ceux dans les studios évidemment parisiens. Okay. Pourquoi pas? Je dirais aussi, c'est pas tant le scénario, c'est comment va être tourné ce scénario. Est-ce qu'on va être en studio? Est-ce que le réalisateur a une intention de tourner des cascades? Est-ce qu'il veut vraiment tourner les cascades ou est-ce qu'il veut faire des effets visuels finalement? Oui, Voilà. des effets vidéo avec les murs LED ou ce genre de choses qui C'est permettent ça. aujourd'hui de faire des choses qui paraissent incroyables à l'écran mais qui sont très simples et qui sont dans un studio. Par exemple sur l'autre côté du périph' 2, ils ont fait beaucoup de cascades ou poursuites en voiture via des murs LED. La production virtuelle, ouais. Là-dessus, il n'y a pas de risque. Moi, j'aime bien lire un scénario pour la lecture du scénario. Ouais. Et j'essaie d'enlever ma casquette d'assureur, mais ça concerne que moi et mes confrères sont plus professionnels. Je fais une lecture du scénario parce que ça m'intéresse et que j'aime le cinéma. Et après, pour le travail, on n'a qu'à dire, je regarde comme on fait tous le plan de travail qui va t'expliquer comment tu fais ton film. Ouais. Donc les scénarios, c'est formidable. C'est le côté magique de ce qu'on fait. Mais la réalité, quand tu dois faire un film, tu t'appuies sur une équipe de production qui travaille sur un plan de travail qui te dit ce qui va se passer pendant les 8, 10, 15 semaines. L'organisation du tournage, ouais. Voilà. J'ai encore ce plaisir enfantin de lire une histoire et qu'on me raconte une histoire vraiment. Est-ce qu'on fait pas ça par hasard? Je pense qu'on est tous les quatre quand même assez intéressés et passionnés par ce milieu et on va au cinéma et on prend un gros plaisir à voir des films, surtout en salle, enfin pour ma part, parce que c'est là où ça se passe. Cette spécialité qu'on a choisie, d'abord on a la chance de faire ce métier et ensuite ça reste un plaisir avant tout. Franchement, on est très privilégié de lire ce scénario avant beaucoup de gens, avant que l'histoire existe. Et de pouvoir échanger avec le producteur et d'expliquer qu'est-ce que tu veux faire. C'est génial, c'est un truc de fou parce que c'est notre quotidien, on se rend plus compte. Mais pour un jeune qui arriverait, mais moi je recommence tout de suite. Quand on voit le travail que le scénariste déploie, c'est 3 ans. Ouais. Et quand on pense à ce travail
si long pour arriver à ces 110 pages qu'on a le plaisir de découvrir, oui, je crois qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de chance. Et si ça, je peux me permettre, et l'intimité qu'on a. Oui. Parce qu'on cache rien. Autant côté bancaire, je sais pas comment ça se passe, je sais pas, tu dis tout à ton banquier, mais tu dis tout à ton assureur. Puisque tu fabriques le document. Donc, tu es obligé de tout dire à l'assureur. Je pense que tu dis plus à l'assureur qu'au banquier. Vous êtes dans l'intimité des projets, quoi. Ouais, tous les problèmes du producteur, il nous les raconte. Voilà. Okay. Et l'accueil qu'on a, nous, quand on arrive chez la production, il est assez privilégié puisque on devient, entre guillemets, mini coproducteur pendant la demi-heure de rendez-vous en disant voilà, ton problème devient mon problème, comment on fait pour se démerder dans ce truc-là. C'est assez enthousiasmant. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir à chaque fois une construction nouvelle. C'est pas comme une automobile qui évidemment est construite, elle, à la chaîne, et donc un assureur classique, il sait exactement. Là, à chaque projet, c'est une nouvelle création, nouvelle aventure. Et ça, c'est fantastique. Prototype. On découvre à chaque fois des histoires. Et tu peux avoir le même plaisir que quand tu lis un livre. Et du coup, une fois que vous avez pris le projet en main, quelle est la place du scénario dans votre métier ? Vous avez parlé un peu du parallèle qu'il y a entre le plan de travail d'une part et le scénario à côté. L'idée, c'est d'avoir un focal sur les séquences qui sont en effet celles que l'on considère comme à risque, une fois qu'on est dans la technique. Donc, on va analyser en effet chacune des séquences, voir s'il y a une solution assurantielle. Solution assurantielle traditionnelle, il n'y a pas de problème. Par contre, il peut y avoir ce que l'on appelle des extensions de couverture, et c'est sur ces sujets-là que l'on va travailler. Le cas des cascades, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qu'on assure systématiquement. Il va falloir créer des solutions assurantielles, et c'est ce que l'on va faire. Il y a le plan de travail, il y a tout, mais il faut aussi la traduction de tout ça, qui est faite par le directeur de production. Donc ça se passe comment cette rencontre avec les directeurs de prod vis-à-vis du scénario ? C'est le premier avec qui on parle. C'est voir comment sont sécurisées les scènes. On est souvent confiant parce que les directeurs de production et producteurs souvent ont travaillé sur ces notions de sécurité. Et nous allons échanger pour voir quelles solutions assurantielles on pourra mettre en fonction, évidemment, déjà des éléments de sécurité qui ont été mis en place. Le premier assistant de la mise en scène est une personne clé aussi, qui va donner des informations, ou en tout cas des réponses à nos questions à nous, sur la façon dont va être tournée telle ou telle séquence. Quels sont justement les types de scènes ou de films qui provoquent plus de risques ? T'as parlé des cascades, évidemment, on pense ensuite aux cascades, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? On a eu, notamment, je pense que c'est assez parlant, c'est Notre-Dame. Notre-Dame brûle. La reconstitution de Jean-Jacques Hano, l'ensemble des décors de la charpente de Notre-Dame, toutes ces scènes, il faut bien savoir, ont été tournées en studio, ce qui est quand même assez incroyable. Et derrière, la maîtrise qu'il y a quand on voit toutes ces flammes. C'est un gros travail, on voit que c'est un métier d'art, y compris ceux qui sont responsables des effets spéciaux, qui vont avoir à ce moment-là 100 bonbonnes de gaz qu'ils vont maîtriser et qui vont allumer systématiquement. Vous, en termes d'assurance comme ça, en studio, c'est plus sécurisé, mais il y a quand même les risques du feu et compagnie. Mais il y a des pompiers aussi qui sont souvent là, etc. Bien sûr. Là, il y avait carrément une équipe et une étude. Qui devait être assez fournie, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est très sécurisé, très travaillé en amont. Les équipes de production font appel à vraiment des experts à chaque fois, y compris des pompiers de Paris d'ailleurs, ne serait-ce que quelles sont les règles pour évacuer les fumées. Ou laisser ouvert en effet les portes de studio, les deux, qu'il y ait une évacuation de fumée, qu'il y ait des aspirations en effet de fumée. Tout ça, ce sont des règles de sécurité qui sont nécessaires pour protéger les personnes et les biens, mais surtout les personnes. Ce sont des informations que vous récoltez en vue du contrat d'assurance que vous allez faire. Bien sûr, tout à fait. Et qui était dans ce cas-là, en tout cas, absolument exigé par les assureurs compte tenu de l'incendie qu'ils allaient provoquer en studio. Pour le film pour Netflix... Sous la Seine, ils ont tourné beaucoup sous l'eau, mais dans des studios en Belgique. Dans des bassins, ouais. Ouais, et c'est pareil, ils ont mis en place toutes ces règles de sécurité. La chance qu'on a dans notre secteur, c'est les techniciens sont hyper pros. Donc c'est vrai que nous, ça nous retire pas mal d'angoisse, parce que il peut toujours arriver un problème. Mais les cascadeurs, tous ces gens-là sont super pros. Il y a une vraie prévention de la part des équipes techniques. Oui, en l'occurrence, sous l'eau, c'est une personne qui va réoxygéner l'actrice entre deux prises, des choses comme ça. Exactement, ce genre de choses. On a aussi des tournages sous-marins. Souvent, c'est fait dans des grandes fosses, et notamment à Malte. Là aussi, il y a un risque de dépressurisation. Ça, c'est un vrai risque. En dehors des bassins, tu veux dire? Voilà, en dehors des bassins, oui, en dehors tout à fait. Bassins, voilà. dans des vrais, automatiquement, on se rend compte que la production est très sérieuse, puisqu'elle fait appel toujours à des spécialistes qui sont formés, qui ont des licences. Et ça, c'est fantastique. Ça va tout de suite nous sécuriser, même si c'est un risque majeur. On en est conscient. On avait assuré à une époque le film Les Chevaliers du Ciel, mais ça, c'était l'armée qui était derrière. Donc, il n'y a pas mieux que l'armée, d'ailleurs. Il n'y a pas plus professionnel que l'armée. Donc, c'était vraiment, il n'y a pas eu aucun problème. Après, il y a tous les films qui se passent dans des monuments avec des œuvres d'art. Des patrimoines, ouais. Exactement. Ah ouais, parce que là, pour le coup, enfin, on sort de... Moi, j'avoue qu'on était beaucoup sur les choses physiques et de survie de comédiens. Et donc, on assure bien aussi d'autres choses. En l'occurrence, tu me parles de la préciosité du contexte qu'il faut assurer si on tourne, je sais pas, dans la Galerie des Glaces ou autre. Exactement. Donc ça, c'est un sujet pour vous aussi, Au ouais. Grand Palais. C'est un peu compliqué aussi d'assurer la Galerie des Glaces à Versailles. Hein. C'est inestimable. Donc là, vous faites pas de devis là-dessus, quoi. Non, c'est difficile. Non, mais le métier, ce qu'on fait, nous, on est intermédiaire, donc on porte pas le risque, puisque c'est l'assurance
l'assureur qui porte le risque. Notre métier, c'est de rassurer nos assureurs et de leur dire, t'inquiète pas, t'es avec les meilleurs, c'est des vrais professionnels, tout est prévu. Enfin, en théorie, l'assureur n'a pas contact avec le producteur, puisqu'il a pris un intermédiaire qui est devant vous. Donc nous, on est le passage de message entre ce qui se passe et le risque d'assurance. Donc c'est à nous de convaincre l'assureur, dit t'inquiète pas, le risque est réduit parce que il y a cette technicité. Donc nous, on passe les informations. Faites aussi le tampon, quoi. Ben oui, parce que l'assureur a pas le temps d'aller voir chaque film qu'il assure. Il compte sur nous pour élaguer et répondre aux questions qui pourraient se poser. Plus on est convaincant avec l'assureur, plus théoriquement on trouve un deal intéressant. Il faut rappeler que vous êtes du côté de la prod aussi. Enfin, Voilà, oui, on évalue les risques pour l'assureur. C'est la prod qui nous paye nos vacances. Ah, c'est bon de le dire. Après, il y a des histoires d'animaux sauvages, de films avec des animaux. On en a Des pas animaux, parlé. voilà. Ouais. Il faut effectivement rassurer l'assureur que le contact entre l'acteur, l'actrice et l'animal sauvage va bien se passer. Notamment Ok. quand il y a des enfants, souvent avec des animaux, il y a des périodes d'imprégnation, donc c'est assez long. Dans Mia et le lion, il y a eu Pareil, un an, Jaguar un an My et Love, demi. là, c'est pareil. Pareil. L'enfant s'habitue à l'animal et inversement. Et le fait que l'enfant s'habitue à l'animal vous permet d'aller chercher des devis d'assurance plus bas pour rassurer les disons assureurs. que ça etc. va, c'est ça. surtout avant le prix, ça va rassurer l'assureur. Déjà, de te trouver l'assureur, d'être sûr d'avoir un assureur. Ouais. Un C'est lion ça. et un enfant, c'est pas forcément évident. Premier abord pour l'assureur qui lui est dans son bureau derrière un ordinateur et qui n'a pas lu le scénario et qui ne connaît pas les producteurs, qui n'est pas venu sur un plateau et qui ne sait pas comment ça se passe. Alors certains sont curieux quand même Ok. et nous demandent à venir sur les plateaux pour essayer de comprendre ce qu'on leur explique. Ou de croiser des stars. Hein. Ouais. Ça, c'est un autre Parce que sujet. la cantine est bonne. Moi, j'ai 2 histoires de perruques. La première, c'est sur un comédien qui devait porter une perruque, c'est un film moderne, bref, et qui a fait une allergie au latex. Ouais. Et donc, il y a eu une éruption de boutons sur le front égale une semaine d'arrêt. Et comme il est en premier rôle, bon, c'est mort. Vous n'avez pas fait de prépa avant? Normalement, ça se teste en Bah, prépa. si, les- mais sauf que quand tu fais une prépa avec une perruque, ça dure 2 heures, mais au bout de 8 heures, tu vois, 2 heures, tu supportes, ok. au bout de 8 heures, Et tous les jours. les projecteurs, les trucs, Oui, les les machins, chaleurs. c'est difficilement imaginable. En C'est tout sur la cas, moi, je longueur, n'avais oui. pas anticipé qu'il aurait pu avoir un truc. Bon, c'était le premier truc. Et c'était un sinistre assez important. Et le deuxième sinistre que j'ai sur une perruque, c'est une costumière qui arrive de Bruxelles avec la nouvelle perruque du gars. Elle arrive le vendredi, ça tourne lundi. Et elle se fait piquer son sac. Voilà. Bah, pas de perruque, pas de film. Égale une semaine de retard. C'était un rôle majeur. Ouais, C'était le rôle principal du gars, il peut pas mettre sa perruque le lundi matin, une semaine. Du coup, maintenant, tu as une clause en plus quand tu vois, par exemple, des films d'époque ou des choses comme ça. Tu vas noter. On interdit les perruques. Non, mais théoriquement, on demande 2 perruques parce que si justement il y a un CSU, sauf que si la personne transporte les 2 perruques dans le même sac, le risque reste le même. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est que de temps en temps, on est surpris en disant, oh putain, ça tape là, j'aurais jamais imaginé que, alors que nous, on est payé pour faire le champ des possibles de ce qui peut se passer et trucs. Et heureusement, on est encore surpris. Parce que comment tu peux imaginer que 2 heures de perruque ça va, 8 heures ça va pas? C'est un truc. Heureusement et malheureusement, mais bon. Je sais pas, ouais, non, mais tu vois, je vois Et très pour bien. revenir aux animaux, on avait eu aussi un sinistre une fois avec un tout petit singe. Et en fait, le petit singe avait mordu le comédien principal. Ah ouais. Tout d'un coup, pendant une scène, qui était un enfant. Ah ouais. Et boum, 3 semaines d'arrêt de tournage. Bon, il était dressé, et puis tout d'un coup, boum. Une actrice qui se promenait, qui voulait absolument répéter parce que c'était sur un film où elle était censée jouer du violon et elle voulait vraiment travailler. La production lui a confié le violon qui était non seulement un violon qui valait de l'argent, mais qui était vraiment le violon Du film utilisé du film. Et l'actrice s'est fait arracher le violon qu'elle avait sur le dos en scooter. Donc bien entendu, il n'y a pas de violon le lendemain et bien entendu, en plus, il coûtait très très cher. Il était assuré ou Bah, pas dis du donc. coup Bien sûr qu'il était assuré, Ah, ok. bien sûr. C'était le sujet du film. Hein. Le sujet du film, c'était l'actrice et son violon. Un instrument de musique, du coup, sur un scénario, ça peut déjà impliquer pour vous une réflexion sur l'assurance. Oui. Ça fait partie des choses où on n'y pense pas quand on les écrit, mais c'est pour ça que je parle de ça. Bien Il y sûr. a d'autres séquences sur lesquelles les assureurs sont très attentifs, auxquelles nous sommes aussi attentifs, c'est les séquences équestres. Savoir si en effet les personnes sont correctement formées ou pas, parce que vous avez des gens qui peuvent en effet faire du trot mais pas du galop. Donc il faut vraiment qu'elles soient bien formées en fonction de ce qui a été écrit sur le scénario. Je sais pas si vous avez bossé sur le film Une affaire d'honneur récemment, il y a des cascades en cheval. Avec Roche Dizem, Avec c'est Roche ça Dizem. C'est nous qui l'avons assuré, tout à fait. Qui mixe aussi cascade et ouais, donc Ouais, là, du ouais. coup, c'est des réflexions encore particulières, j'imagine. Ah bah oui. Oui, c'est comme les Trois Mousquetaires. Ça Oui, mixe c'est ça. équitation et combat à l'épée. Un autre exemple qui était assez rigolo, c'était un film d'époque, un grand film d'époque, il y a longtemps. Un matin, ils sont arrivés dans la pièce où il y a tous les costumes. Il y a eu un dégât des eaux.
et toutes les chaussures étaient dans l'eau. Elles flottaient, flop, flop, flop. Et donc le réalisateur a dû tourner. C'est assez rigolo parce qu'il l'a fait. Il a joué le jeu. Et il a tourné en coupant tout le monde aux chevilles. Exactement. Donc ils n'ont pas eu à tourner les pieds mouillés du coup. Tout le monde était pieds nus. Et ça, c'est très rigolo. C'est le perchman qui devait être content. Pas de bruit de pas du coup pendant la scène. Tout le monde en chaussettes. Exactement. Et puis pas de problème de parquet, pas de rayures, voilà. Justement, je vais arriver sur quel impact sur le scénario, ou impact indirect du coup, votre intervention peut-elle engendrer? Est-ce que ça arrive que, en l'état, cette scène, ça c'est inassurable ou ça coûterait trop cher du point de vue de l'assureur? Comment vous avez pu voir l'histoire évoluer, des scènes évoluer? C'est-à-dire qu'on va essayer à chaque fois de trouver des substituts. S'il y a des scènes qui sont difficilement assurables, c'est voir en effet avec la production, si on ne peut pas, éventuellement on en parlait tout à l'heure, on peut avoir des extérieurs, mais on se rend compte que c'est dangereux. Est-ce qu'on peut pas le faire à ce moment-là dans des studios? Après, c'est des questions de coût aussi. C'est-à-dire que pourquoi pas, il y a des séquences en effet à risque. C'est là, à ce moment-là, à la production, se dire, ça vaut le coup en effet de l'assurer dans ces conditions-là. Mais c'est un coût important, donc bon, pourquoi pas. Ouais, des fois, ils ont les moyens. Après, ça n'est jamais arrivé qu'une scène même, que le contenu d'une scène évolue du fait de problématiques d'assurance. C'est pas fréquent. C'est plutôt des questions de sécurité ou même de respect des règles légales, où là, on pourrait peut-être intervenir en disant, attention, quelqu'un sans casque et qui n'a pas le permis, par exemple, et qui conduit, c'est pas légal d'essayer de trouver une solution. Et ils vont trouver une solution. C'est là où on peut avoir peut-être une intervention. Mais aussi, il peut y avoir des événements qui se passent pendant le tournage qui font que des scénarios soient réécrits, comme par exemple le film de Noémie Milowski, Demain et tous les autres jours. Il y a eu un sinistre très important sur une jeune comédienne, et elle n'a pas pu reprendre, et ça a donné lieu, après beaucoup de réflexion, à une réécriture de la fin du film. Oui, ça peut même être réécrit dans la soirée. Oui. Si on a une actrice qui a une extinction de voix, le réalisateur peut trouver des solutions. Bien sûr, nous, on est là. S'il faut arrêter le tournage, les courtiers d'assurance sont là pour baquer ça financièrement. Mais les solutions artistiques sont pas trouvées par nous. On peut les suggérer, mais elles sont pas trouvées par nous, évidemment. On n'est quand même pas les premiers concernés. Ça peut arriver avec un comédien qui a, je sais pas, a mal au dos, et pour certaines scènes, ils vont utiliser une doublure. Ce qui fait que le tournage ne s'arrête pas forcément. Voilà, ça arrive souvent, ça. Pour vos plus jeunes auditeurs, ils peuvent regarder le film de François Truffaut, La Nuit américaine. Ouais. Il y a exactement ce cas-là, où le comédien meurt accidentellement et ils font tourner une doublure. C'est bien, en plus, c'est un bon film. En fait, j'en arrive à réfléchir aux solutions quand on est en voiture, qu'on a un accident et que les gens cherchent absolument à ne pas faire appel à l'assurance. J'ai un peu cette idée-là de faut qu'on trouve une solution créative, faut pas qu'on couvre la scène. Ça me fait un peu rire. Mais du coup, toi, tu me parlais par exemple en off, Olivier, pour Intouchable, ils avaient dû aménager la façon dont ils tournaient une scène pour réduire ses risques, par exemple. Il y a une scène dont tout le monde se souvient, je crois que c'est en aile volante, c'est ça? Ça s'appelle comment? Et c'est Hugo d'ailleurs qui pourrait vous en parler, parce que c'est lui qui a assuré le film, mais il a été vu qu'il était mieux que ces scènes-là soient tournées à la fin du film, dernier jour de tournage du film, pour des raisons un peu évidentes en fait. Exactement la même chose avec Thomas Sisley qui saute en parachute à la fin de Largo Winch. On s'est tous dit que c'était plus raisonnable. Donc vous le tournez à la fin, comme ça le film peut sortir si jamais il se plante, il aura tourné le reste. Voilà. Il y a toujours des aménagements. Il y aura pas d'abandon en réalité. Après, si c'est possible. Hein. Je pense que dans nos deux cas là, ça l'était. Dans la mesure du possible, on le demande maintenant. Parfois, pour des raisons qui peuvent m'échapper, c'est impossible. Donc, on peut rien faire. On va pas dire non, on n'assure pas. C'est surtout on intervient lorsque le sinistre intervient, à vrai dire. On en parlait tout à l'heure, c'est les notions d'indisponibilité de personne. C'est comment en effet qui remplacer. On va peut-être trouver un comédien qui va reprendre. Disons donc, par exemple, si on a plusieurs rôles de policier, il s'avère que c'est un second rôle qui a été malheureusement indisponible, on va essayer de faire reprendre le rôle ou en tout cas certaines des séquences et des dialogues à un autre des policiers. On aura cette discussion en effet souvent avec le producteur. Après chacun fait un petit pas. Je me rappelle d'un film d'Eric Ramsey, Seul Tout, où ils sont en Formule 3000 dans Paris et ils vont plutôt vite dans Paris. Voilà, on a trouvé des solutions d'assurance avec des assureurs spécialisés en risque auto de ce type-là, mais on a demandé quand même que la production, ou plutôt le réalisateur, fasse aussi un chemin vers nous et qu'on trouve un terrain d'entente en disant on peut aller jusque là en assurance et vous aurez à l'image ce que vous voulez a priori si on arrive, voilà, on va ensemble. Qu'est-ce que eux doivent faire comme chemin de leur côté? Ils devaient respecter quelques règles pour que l'on accepte qu'ils aillent à une certaine vitesse sans casque. On a aussi le problème des certains comédiens qui tournent dans des scènes où ils conduisent, où ils n'ont pas le permis. C'est un problème.
Ça, c'est un vrai on cherche problème. des solutions parce que C'est un vrai problème aujourd'hui. Ça, je pense qu'il faut en parler. L'État C'est un fait vrai vraiment problème. très attention à ça. Il y a 20 ans, ça arrivait, on fermait un peu les yeux. C'est Aujourd'hui, plus non. possible aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a 2 cas de figure où le type n'a jamais passé son permis. Bon, ça arrive, j'ai 2-3 noms en tête. Et puis ceux à qui on l'a retiré parce que il y a une conduite un peu compliquée. Perte de points. Voilà, c'est un peu... Et l'assureur, bizarrement, c'est une vraie parano. Enfin, c'est un vrai sujet. On peut se dire, nous, notre réflexe à nous courtiers, c'est pas grave, on va bloquer la route d'un côté et de l'autre, tu vois, pour privatiser une route. Donc, il y a que l'équipe. Quand bien même, tout ce qui est assurance automobile, c'est un vrai souci pour l'assureur qui est pas à l'aise du tout. Oui, il faut aussi assurer la personne même, la voiture, etc. C'est assez chiant. C'est un sujet. Oui, c'est pareil. Pourquoi on est dans des règles légales? C'est-à-dire, je m'explique, c'est le code de la route. Vous êtes titulaire, en effet, du permis de conduire. C'est pas parce que vous êtes dans le cinéma que vous pouvez vous soustraire, dire, bah non, c'est pas grave, on est dans le cinéma. C'est du faux. Non, voilà, vous imaginez la tête du juge d'instruction à qui vous dites, monsieur le juge, moi je suis dans le cinéma, je suis désolé, je faisais conduire même sans permis de conduire. Il va vous regarder. C'est que du cinéma, c'est de monsieur le l'humour, juge. monsieur, ou pas? Voilà, vous voyez, par moment, il y a en effet, Hugo a souligné un vrai sujet, c'est qu'il y a des règles légales et qu'on est obligé de les respecter et de le faire comprendre. Alors à ce moment-là, il y a des substituts, c'est-à-dire qu'il y a des cascadeurs spécifiés, la double commande, par exemple. C'est-à-dire la double commande, vous avez en effet un pilote qui est à côté, qui pilote le véhicule, et vous avez l'acteur qui est là, qui fait semblant. Lui, vous voyez, c'est ça, c'est un moyen. Je comprends mieux quand vous parliez de l'intimité des projets dans lesquels vous entrez, c'est que forcément que là, si vous savez si le comédien a le permis ou pas, on arrive dans des questions d'intimité de l'équipe, l'ensemble du projet qui est assez... Complètement. Est-ce qu'il y a une différence, à part le fait que les textes arrivent tard, entre bosser en série et bosser en film? La série, je dirais pas que c'est plus facile à assurer, mais en tout cas, les risques sont peut-être moindres parce que on peut avoir le loisir de réécrire plus facilement que sur un long métrage qui est une histoire bouclée. Souvent d'ailleurs, on arrive sur l'assurance d'une série et les derniers épisodes sont pas écrits. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a des films qui sont très longs, mais surtout les séries, c'est très long en tournage. Vous assurez plus longtemps les comédiens, vous assurez plus longtemps tout. Du coup, c'est plus cher, mais à la fois c'est plus flexible, ça que tu disais. C'est ça, voilà, exactement. Je pense que c'est flexibilité. pas tout à fait la même. Après, on n'appréhende pas le risque de la même manière et on le présente pas de la même manière aux assureurs. Tu peux faire des aménagements de plans de travail, de scénarios. Souvent, en plus, les séries, c'est plusieurs scénaristes. Donc, tout le monde peut très vite retravailler le texte. La série est plus flexible. Je dis pas facile à assurer, mais elle est plus flexible. C'est comme ça qu'on devrait la qualifier. Oui. Et on peut faire mourir un comédien plus facilement en série qu'au cinéma. Exactement. En fait. Souvent, on suit plusieurs protagonistes Voilà. et on peut le faire partir en vacances. C'est plus élégant. Dans la mesure du possible, évidemment. Nous, on n'impose rien de ce côté-là. Mais qu'est-ce qui pourrait susciter le devoir de faire disparaître un personnage, par exemple? Qu'il soit vraiment mort. Qui se pète une jambe, par exemple. Il y a les séries de flux, par exemple, Plus belle la vie, on l'a vu. Il y a des Sous le soleil, tout ça, qui sont d'autres types de séries, évidemment. Mais on voit bien disparaître les personnages. C'est à la fois, en effet, la mort physique, mais aussi le désir d'un acteur ou d'une actrice d'arrêter et de faire autre chose. Ou même, ils ont d'autres tournages. Bien sûr. Donc, ils ont besoin de disparaître de la série un petit moment. Donc, il y en a un qui va en prison, que tu vois plus pendant 2 mois, parce qu'il tourne un film, parce que... Ouais, je vois. Une grossesse, on peut avoir besoin de la cacher, donc on fait un peu disparaître le personnage. La question de l'assurance n'intervient pas dans ces situations-là, si? La notion de grossesse, en règle générale, dans les contrats, est quelque chose qui est exclu, mais c'est pas la grossesse qui est exclue, c'est les maladies ou accidents consécutifs à la grossesse. Ah, ok. L'état de grossesse, évidemment, est quelque chose de tout à fait normal, qu'on soit très clair. On a le droit de tomber enceinte. Après, il peut y avoir des études par certains assureurs en la matière de rachat. Alors, elles sont rares, mais ça peut arriver. Il y a un médecin référent des assureurs qui voit un peu les dossiers médicaux et qui valide ou non s'il y a une possibilité de couvrir les conséquences. Est-ce qu'il y a aussi des différences dans votre façon de travailler entre la nature des clients, donc entre la nature du producteur ou du diffuseur? J'aurais tendance à dire qu'on est neutre de ce point de vue-là. C'est le même travail, à mon sens. Pareil. On ne cherche même pas forcément à savoir qui fait quoi, c'est quel type de produit on a face à nous. On va avoir le nom du diffuseur, mais franchement, peu importe. Mais tous comme on est, on connaît très bien nos clients. Plus on connaît le client, plus le travail va être Facile, efficace, facile. C'est jamais complètement C'est fluide. facile, mais ça va être fluide. On n'analyse pas le financement, c'est pas parce qu'un film est financé par Canal+ ou France 3 ou je ne sais quoi Pas que du ça a une incidence. Ou je sais pas, les dires de prod, par exemple. Souvent, c'est un échange naturel qui se produit. C'est-à-dire qu'en effet, la personne va être demandeuse d'informations qu'elle n'a pas parce qu'elle ne possède pas forcément l'expérience. Donc oui, on va être attentif, on va être dans l'échange avec elle, on va essayer d'apporter les solutions. Et les expérimenter, j'aurais tendance à dire, eux, les échanges se font très rapidement. Mais c'est vrai que ça sera une demande de la part. Et on comprendra très vite, tous intuitivement, qu'il faut être encore plus présent. Mais ils le font très naturellement. Voilà. D'ailleurs, c'est Oui,
Oui, directeurs tout à fait. de production, ils Bien sont sûr. plutôt preneurs. Voilà. Ouais, ils sont très preneurs de nos réponses et ils nous questionnent très facilement. Hein. Est-ce que ensuite vos goûts personnels et votre subjectivité vis-à-vis des films, du scénario, a un impact? C'est très grisant de lire le scénario, mais ça va pas avoir d'impact sur notre analyse Ouais. assurantielle. Moi, ça fait 25 ans que je donne mon point de vue sur les scénarios et ça fait 25 ans qu'ils en ont rien à faire. Mais tu continues à le faire quand même. J'en ai rien à foutre, je continue à le faire. Et non, mais rien. Ils me regardent. Ouais. Même auprès des assureurs, parce que tu parlais du fait de défendre les films auprès des assureurs, ça vous arrive jamais d'être plus dans la défense d'un film ou d'une série, du fait que le scénario soit super, que le film soit génial? Est-ce que ça... Trop d'énergie. Ils gardent leur énergie pour convaincre les chaînes et les comédiens. Non, mais il y a quand même certains assureurs qui aiment bien le cinéma et qui peuvent être contents de faire tel ou tel film, quand même. La lecture d'un scénario peut générer chez nous quand même une excitation d'assurer ce film et un enthousiasme. C'est peut-être inconscient, peut-être Ouais. qu'on arrive à... C'est un métier de passion, donc quand t'es super enthousiaste sur un scénario, oui, peut-être vas que être ça meilleur. s'entend de l'autre côté. Non, Oui. mais tu dis, tu peux pas passer à côté de ce film. Ça serait con que tu t'assures pas ce truc-là. Oui, on va être plus Et tu vas le convaincant. regretter toute ta vie, je te le dis. Et hop, Ouais. tu raccroches Ouais. après. Bon bah tu l'assureras pas. Allez, je vais en trouver un T'es autre. sûr que tu veux pas aller sur un petit truc en plus? Tu sais de quoi ça parle? Et hop, voilà. Quelles sont les remarques que vous formulez le plus souvent au sujet des scénarios, au dire de prod, les questions que vous posez le plus, les remarques que vous faites le plus? On est souvent assez focal sur les risques disaggravants, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens. Puis les vieux, toujours les Voilà, vieux, pardon, on adore les vieux, ils sont super dans notre cinéma, mais il y a beaucoup de gens âgés qui tournent en France, et donc on est obligé Tant aussi mieux, de poser tant les questions, mieux. et tant mieux, et tant Oui, mieux. bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit aborder. Il y a un point qu'on aborde, c'est l'engagement du comédien juste à la fin du tournage. Ce qu'on appelle, nous, une stop date. Ouais. Ça veut dire que ton comédien qui termine le vendredi, qui attaque un nouveau tournage le lundi, c'est un risque supplémentaire pour l'assureur. Ça veut dire que si, ou il y a du retard sur le tournage en cours, ou il faut retourner d'autres scènes et que la comédienne ou le comédien est bloqué, ben ça reporte ce retournage après le film qu'elle doit faire ou qu'il doit faire. Ou alors des comédiens qui jouent au théâtre le soir, il y a une petite augmentation de risque où il fait des one-man shows, je sais pas, tu vois, le même comédien Ouais. qui tourne 8 heures et qui s'enquille après les soirées, c'est... Il pourra pas dépasser en heure sub du coup. Non mais ça fatigue un C'est peu de plus. la fatigue même C'est aussi. de l'aggravation de risque. C'est Ah, un ok, tout petit d'accord. risque supplémentaire qu'il faut intégrer. Et qu'il faut mieux dire à l'assureur, parce que s'il l'apprend et que tu l'as pas dit, il te frotte les oreilles. Et il Tout a à le fait. droit. C'est tout à fait un droit d'avoir un tournage la journée et d'aller au théâtre le soir. C'est pas, mais c'est bien sûr mieux de le dire. Oui, mais je savais pas que c'était un risque par rapport à la fatigue du coup en Voilà. l'occurrence. On a les risques des sports, par exemple. On n'en a pas parlé beaucoup, mais des artistes qui font des sports dangereux. On pense à la boxe, par exemple. Voilà. Le cheval pour La Guillaume moto. Canet. Voilà, ben oui, parce qu'en dehors de sa vie de tournage, il y a une vie privée. Alors, ce qu'il faut savoir pour votre information, c'est qu'en général, ces sports sont exclus dans le contrat qu'il va signer avec la production. Ouais. Mais c'est une émanation, au final, dans les contrats d'artistes ou de techniciens, du contrat d'assurance. Et donc, le sport, je dis dangereux, bien sûr, hein, attention, ça va être les rallyes L'escalade, automobiles, la voilà. plongée. Et donc, on va être très attentif sur cette typologie de risque proprement dite, où on va se dire, bah, attention, en effet, on a tel comédien, tel artiste, est-ce qu'en effet, il ne pratique pas en dehors ce type de sport? Et là, il y a un vrai danger. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout, il peut, par exemple, pratiquer ce type de sport dans le scénario. On sait qu'il est exclu normalement du contrat. On va tous ici, autour, travailler sur le sujet. Ah, il fait de l'ULM. On va à ce moment-là faire une extension de garantie parce que l'ULM est justement exclu dans le contrat d'assurance. Et ça va être notre boulot. Ce qui est paradoxal, c'est que dans le film, c'est très encadré, il y a une cascade, on assure. Par contre, s'il en fait en dehors, là, on assure plus du tout. Ça me fait penser aux entrepreneurs quand ils montent une boîte et qu'ils ont des financements, ils doivent s'engager à ne pas faire de sport intensif, des machins. Mais c'est totalement ça. Et nous, c'est d'être un peu des vigies sur ces sujets-là, lorsque justement on nous le rapporte à la fois scénaristiquement, et nous tout de suite se dire ah ben oui, cette garantie va falloir qu'elle soit acquise parce que dans le contrat elle est exclue. Des armes aussi, l'utilisation des armes. Comment ça va se passer? Je dirais notre législation est très protégée par rapport aux États-Unis parce que je pense que par rapport aux États-Unis où comme vous le savez on peut détenir une arme, on peut venir dans une production avec une arme, s'entraîner entre midi et deux, c'est pas un sujet. Alors qu'en France c'est très protégé. C'est vrai que les armuriers évidemment vérifient toujours les armes, on a quand même moins le risque. Puis il n'y a pas un tournage en France où il y a. On est bien d'accord. C'est impossible que ça arrive en France. Ouais. A priori, c'est impossible que ça A arrive en priori, France. c'est impossible. Voilà. Ah oui, Bien a sûr. priori. Voilà, c'est notre métier de dire a priori. Ça commence souvent ça votre métier par les a priori, Elles sont exactement. démilitarisées. Oui, l'arme elle-même, de toute façon, elle est... Sont démilitarisées, donc il n'y a pas de souci. Oui, ça, on parle des armes à feu. Après, il y a les armes blanches. Est-ce que c'est un vrai couteau, pas un vrai couteau? A priori, Voilà. a priori, c'est un faux.
Mais On se pose Voilà. des questions. Mais il arrive des fois qu'ils vous mentent la prod. Enfin, ça arrive des fois qu'on vous dise que c'est un Personne faux ne pour nous eux. ment. Non, ils personne. nous mentent pas, ils ont aucun Non. intérêt à nous ils n'ont mentir. aucun d'ailleurs. intérêt. C'est Non, il n'y a jamais de mensonge, très sincèrement. Le couteau, c'est une vraie question parce qu'un couteau vu de près, Ouais. un faux couteau, ça fait très plastique. On voit très bien que leur. C'est exactement pour ça que j'en parle. Ouais. Après, il y a aussi quand on lit le scénario, qu'on voit qu'un acteur va dévaler les escaliers, courir, on va poser la question de l'échauffement pour éviter le claquage. Ah, ok. Moi, je demande toujours à ce que, pour avoir vécu pas mal de sinistres de claquage, et c'est très très embêtant un claquage. D'abord, ça fait très mal, déjà, et ça handicape totalement un acteur pour continuer le tournage. C'est Ouais. arrêt de tournage. Et notamment quand ce sont des films en hiver, qu'il fait froid, et qu'il faut que l'acteur démarre, je dirais, à froid, et se met à courir très rapidement, on demande un échauffement. Des films d'action, on peut pas citer, vous comprendrez, parce qu'on est au secret professionnel, mais il y a eu en effet des acteurs principaux comme ça qui ont eu des problématiques en cours d'échauffement. Il y a souvent des choses bêtes. D'ailleurs, parce que j'ai reçu un cascadeur, il disait dès qu'il y a une scène un peu comme ça, ils font super gaffe. Les cascadeurs Bien sûr. prennent les acteurs à part avant, les préparent psychologiquement, physiquement. Et à l'inverse, des fois, c'est juste monter une barrière. Et c'était un truc qui paraissait, on se dit c'est pas une cascade, c'est juste. Et en fait, ça suffit à se fouler un poignet, un truc, et ça. Mais souvent, oui, les grands sinistres sont anodins. Je sais pas si vous êtes d'accord avec Oui, nous, oui, avec c'est moi. C'est pas parce qu'il y a un film où on se dit oh là là, il y a plein de choses là-dessus. C'est pas les pires. Le simple saut, vous lisez dans un scénario, elle saute du muret. Ok, mais le muret, il fait quoi ? 1 mètre, il fait 20 centimètres. Est-ce qu'il y a une réception au sol avec un faux matelas ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'elle a une protection dans le dos et des genouillères ? Ouais. Ce genre de questions, Ça, vous les oui. posez, ouais. Ah oui, oui. Bah, enfin, moi, quand je lis le scénario, une fois que je me suis fait plaisir comme Hugo et que j'ai lu le scénario, après, on se pose les questions de ce genre-là, oui, tout à fait. T'as les exemples de choses anodines comme ça qui peuvent arriver. Oui. Enfin, pas du tout anodine, mais par exemple, le film Le règne animal, Ouais. qui s'est tourné près de Bordeaux il y a 2 ans, l'été, dans les forêts primaires. Il y a eu un énorme incendie dont tout le monde a parlé. Et le film, il y a eu 16 jours d'arrêt de tournage parce que ils pouvaient plus tourner, quoi. Et ils ont reporté le tournage en octobre, 3 mois plus tard. Et les risques de feu n'avaient pas été anticipés à l'assurance. C'est compliqué, Là, ça, non. parce que... Le feu, il peut y en avoir partout ou nulle part. Voilà. Alors, on peut pas imaginer. J'avais une question là-dessus parce que j'ai vu que sur les assurances, en dehors des tournages, la question climatique et météorologique est de plus en plus importante dans les risques. Et donc, du coup, je me demandais si dans les tournages, justement, ça me permet d'arriver là-dessus. Est-ce que vous aussi, les évolutions comme ça A sur. priori, c'est pas parce que vous tournez dans une forêt qu'on va dire oh là là, elle va prendre feu. Ouais, mais une forêt de bord de mer l'été, enfin, je veux dire, les forêts de l'Ouest, c'est pas non plus là où il y a le moins Ouais. d'histoire. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de feux Oui, on n'y pensait pas il y a 5 ans, avant. Non, mais peut-être que pas, Oui. je sais pas, je demande. hein. On peut pas vraiment. On peut pas dire imaginer oh ce bah, qui s'est elle va passé, prendre feu. Ouais. Ah, tu tournes l'été, donc non. Non, mais ça peut toucher l'assurance de se dire, bah, c'est accidentogène, justement. C'est prévu dans le calcul. De toute façon, le risque incendie, dégâts des eaux, etc., je dirais que c'est la base. C'est prévu déjà dans le calcul C'est de à risque. ça aussi. C'est D'accord. ça. C'est quand même un risque évidemment exceptionnel. Donc c'est le but du jeu qu'on le couvre, c'est ça. Alors après statistiquement, on peut remonter à peut-être 40-50 ans et on va se rendre compte qu'en Gironde, il y a eu 2 grands feux majeurs, c'est vrai, mais ils sont extrêmement rares quoi dans les Ok. faits. Difficile à anticiper sincèrement, en tout cas en ce qui concerne les feux de forêt d'incendie aujourd'hui quoi. Ok, On ne sait pas où vont avoir lieu les prochaines inondations, par exemple. ouais. Il y en aura, mais on ne sait pas où. Donc ça peut pas impacter la tarification d'une assurance pour un tournage parce que peut-être qu'il va y avoir. Non, c'est impossible. Maintenant, à l'inverse, quelles sont les questions que les dires de prod, eux, vous font le plus souvent? Est-ce que tu peux pas faire moins cher? J'allais dire exactement la même chose. Question de coût. Ils savent ce qu'ils vont tourner, ils connaissent les risques. Aussi bien que nous, d'ailleurs. Je pense qu'on pourrait changer nos métiers. Ouais, Bien sûr, évidemment, ouais. évidemment. Sur la légalité, ça arrive souvent maintenant, comme le disait tout à l'heure Hugo, il y a une grosse sensibilisation sur l'automobile, justement. Où là, systématiquement, ils vous appellent en vous disant « je peux ou je peux pas ». Mais il y a 20 ans, je pense qu'on fermait Oui, plus ou bien moins sûr. les yeux là-dessus. Bien sûr. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, plus du tout, puisqu'il y a une forte responsabilité, c'est normal, de l'employeur aujourd'hui. Et on l'a vu tous évoluer le métier, où hier, Bien vous savez, sûr. il y a un risk assessment aux États-Unis, c'est-à-dire un gars qui est là pour en effet prévoir l'ensemble des risques et dire quelles sont les réponses face aux risques, en effet. Risque d'hygiène aussi, de sécurité du travail qui est mis en place. Les VHSS. Voilà. La responsabilité du producteur est de plus en plus importante aujourd'hui. Mais ils sont formés pour ça Bien maintenant. Tu parlais tout à l'heure des perruques, est-ce que vous avez souvenir comme ça d'erreurs d'évaluation que vous avez faites suite à la lecture et vous avez eu une surprise sur le tournage ou autre? Le sinistre qui m'a le plus surpris, vous allez tous comprendre, j'assure un film de Tony Marshall qui était en 2001. Le premier jour de tournage avec Catherine Deneuve et William Hurt, et le premier jour de tournage, c'était le 11 septembre à 9h. Oula, Mm. c'est difficile d'évaluer ça. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même monstrueux. Ça marque ta vie, enfin ça marque ta vie. Tu vois ce que je veux dire, dans ta petite carrière, on sait sûr. tout ce qu'on faisait le 11 septembre, voilà. Et il y avait une équipe de tournage ce jour-là à New York, une équipe française qui tournait à New York ce jour-là, c'était un mardi. C'est dingue. Ça n'arrive jamais, quoi. Ça a jamais... Après, il y a eu le Covid. Il y a eu les arrêts de tournage Ouais. du Covid. Alors comment et ça a été ça pour vous? Violent.
Cauchemar. Incroyable. Une horreur. Et en même temps, assez excitant. Pardon, je veux pas être trop cynique, mais assez excitant. C'est-à-dire qu'on était un peu challengés tous les quatre en disant qu'est-ce qu'on fait. On s'est beaucoup parlé. Hein. Énormément. Il y avait des drames humains tous les jours, c'était horrible. Dans notre boulot, on s'est bougé pour essayer de reprendre une activité normale malgré une situation insupportable. Et on se demandait même si on allait continuer à travailler d'ailleurs tout au début parce qu'on n'avait aucune visibilité. Et donc nos clients nous appelaient tout le temps. Enfin, je sais pas combien. C'était c'est la même pareil, chose, bien sûr. tout le temps. Et au fur et à mesure, on s'est dit qu'il fallait mettre en place quelque chose avec les pouvoirs publics et c'est ce qui a été fait. C'était les référents Covid, c'était les choses comme ça. C'est-à-dire, il y a un fonds de garantie qui a été mis en place parce que, évidemment, ce qui se passait, on était face à un sinistre qui faisait que toutes les activités de tournage étaient arrêtées, toutes les activités en général, et les producteurs, voyant qu'évidemment, il y avait une exclusion d'épidémie, ils se disent, je vais pas reprendre à tourner en mai-juin si je suis pas couvert pour les épidémies, pandémies. Sur les, je sais pas, il y avait 10 compagnies d'assurance qui étaient actives à ce moment-là, et il y avait un contrat qui excluait pas les pandémies, et les autres l'excluaient. Donc il y avait un seul sur les 10. Il y avait un sur les 10. Oui. C'était pas spécialement couvert, mais c'était pas spécialement exclu. Non, voilà. Bon, bref, il y avait un trou. Il y avait un trou juridique. C'est quand même la chance à pas de bol. T'as des clients qui étaient là et d'autres pas. Tu peux pas savoir. On a payé pour découvrir que, donc on a tout regardé des exclusions. Oh putain, lui, ça passe. Et pourquoi? T'en as combien? Je sais pas. Moi, je pense que c'est 1 sur 10, non? Il me semble, qui ont été couverts et 9 qui malheureusement ont souffert. Et tu culpabilises et tu te dis après, mais pourquoi j'ai pas tout mis là? Tu vois, tu peux pas savoir. Tu refais l'histoire, mais avoue qu'il y avait une petite injustice. C'est toute la nuance de l'assurance, c'est-à-dire que certains assureurs acceptent de couvrir, d'autres pas. Il faut pas voir l'assurance comme quelque chose de monolithique. Une seule garantie, c'est en effet, il peut y avoir des assureurs qui tout d'un coup vont couvrir ce type d'exclusion alors que l'autre le fait pas. Alors, il était important que le gouvernement mette en place un fonds de garantie un peu comme les catastrophes naturelles, le terrorisme, c'est-à-dire un fonds qui pourra être alimenté par l'État, parce que on a discuté tous les quatre ensemble, je pense qu'on peut en parler ouvertement. Carrément. On est allé voir les assureurs pour leur dire, est-ce que tu peux ou pas assurer? On a eu un refus général. C'est ce que le gouvernement nous avait demandé. Général. On est d'accord tous. Et dégueulasse. donc, refus général, on est revenu vers le gouvernement CNC. Et là, le gouvernement, il faut être juste, a été très rapide. Ils ont très bien surtout. bossé. CNC, voilà. C'est vraiment le patron du CNC de l'époque qui a vraiment mis en qui a place pris ça. le dossier en place et qui l'a mis en Et place qui nous a sorti en de 2 là. mois. En 2 2 mois. mois, C'est voilà. incroyable. Lui et son équipe. Il y a eu un travail ils ont été fantastique. formidables. Ouais. Spectaculaire, les gars. C'est comme le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire c'est dans cette logique-là d'être capable de sortir des gros moyens en très peu de temps. Mais c'est vrai que là on allait tout de suite sur des exemples catastrophiques et énormes. Moi j'étais plus sur des choses, pour revenir à cette histoire des perruques, des choses beaucoup plus que vous avez pas vu venir, mais relatives à ce qui se passe dans l'histoire. On a eu une chute de descente d'escalier, ça paraît tout bête. Ouais. Mais voilà. Qui aurait pu penser en effet à cette chute? Et c'est pas les escaliers dévalés en l'occurrence. Non, c'était 10 marches en effet. Il marchait un peu vite, mais voilà, il est quand même tombé, quoi. On n'a jamais pensé à ce risque-là, pour être sincère. Il y a quelques mois, j'avais un tournage animalier qui se tournait dans le désert et il y a eu des inondations. Ok, dans le désert, c'est quand même un truc. Oui, tout à fait. Tu vois, j'avais pas prévu ça. Quelles seraient les idées fausses sur votre métier, sur votre travail? L'image de l'assureur en général, non? Enfin, il me Oui. semble. On est super sympa, tu le vois bien. Ouais, d'ailleurs. voilà. C'est la phrase de Woody Allen qui dit. Il y a pire que la mort. Est-ce que vous avez déjà dîné avec votre assureur? Je crois le mérite de notre profession, en tout cas, c'est de connaître la technique et l'artistique. On n'est pas un assureur, c'est purement en effet juridique, c'est-à-dire qu'ils connaissent des produits et qui vous vendent un produit. C'est notre force, je dirais. On va plus loin que le contrat. Voilà. Finalement. Et donc un climat de confiance s'instaure automatiquement. Quand vous avez affaire à des gens qui connaissent votre métier, qui le comprennent, qui sont pas les super artistiques évidemment, mais qui le comprennent, c'est plus facile de parler, vous allez être en confiance. Et c'est ce que nous mettons en place. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ce métier-là, c'est que tout d'un coup, vous avez une société via son producteur qui vous confie les risques, qui sont ces risques de société. Il transfère et il vous demande de protéger ces risques. Donc nous, on en a conscience, ça nous pèse, évidemment. Et donc, il faut qu'on soit capable de répondre à ce moment-là. C'est ça le sujet. Je veux habiter avec toi. Je vais faire un documentaire sur toi. Moi, ça. Ouais, faites gaffe parce que je suis jalouse. Ouais, non, mais il est charismatique, C'est bien, ça il est te fou, ce gars, il est fort. On tourne sur les souvenirs. Quel est le projet dont l'accompagnement vous a le plus marqué? Je vais parler de Don Quichotte, évidemment. Nous avons le scénario, nous voyons en effet que, comédie à l'anglaise, avec Terry Gilliam comme réalisateur, acteur-actrice quand même importante, puisque c'est Johnny Depp et sa femme, à l'époque, Vanessa Paradis, et Jean Rochefort, quand même des immenses acteurs. On est en 2000. On a Jean Rochefort qui interprète le Don Quichotte. Donc on pourrait se dire, on va être inquiet, c'est un gars qui va être à cheval tout le temps. On se dit, non,
C'est un homme qui adore les chevaux, qui a un haras, tout le monde le sait. Et donc, on se méfie pas, pour répondre un peu à la question que tu nous posais tout à l'heure sur le sujet. Voilà, au contraire, on est rassuré. En plus, on est sur des productions, évidemment, où c'est des éléments essentiels, c'est-à-dire qu'on considère que le film ne se fait pas s'ils ne sont pas là. Ça, c'est très important dans une approche, en effet, aussi assurantielle. On n'en a peut-être pas parlé tout à l'heure. Une problématique assez américaine, mais qui se développe de plus en plus en France, c'est qu'on considère qu'il y a certains acteurs, certains réalisateurs, qui sont en effet les personnes clés. Si celles-ci ne sont pas là, on les remplace pas. Le film s'est monté sur leur tête, le financement s'est monté. Pas. On est dans cette situation-là. Donc voilà, double sujet. Évidemment, vous l'avez bien entendu, premier sinistre, je dirais majeur, parce que je parle pas des avions de l'armée, en effet, qui tournaient au-dessus d'Almeria. Il y a pas bruit. Voilà, le bruit. Je dirais que pour nous, il n'y a pas d'impact direct en tant qu'assureur, mais c'était surtout, évidemment, le premier impact quelques jours après, c'était à peu près 3, 4, 5 jours après, où là, fortes inondations du côté d'Almeria, puisqu'on est almérien, on en a entendu encore parler récemment du côté de Valence, de ces types d'inondations, fort orage concentré, et qui va tout d'un coup créer une coulée de boue et emporter des décors, en effet. Bon, on commence comme ça, bon, vous voyez, on n'y a pas pensé. On s'est dit, bon, cette inondation, qui pouvait y penser? Sinistre, en effet, bon, il sera important, on aura peut-être pour 1-2 millions d'euros, ok, c'est le jeu, de toute façon, on est là pour ça. Et quelques jours après, on apprend l'indisponibilité de Jean Rochefort. Des discussions vont s'engager avec les assureurs sur le fait de savoir si cette indisponibilité va être en effet totale ou est-ce qu'on peut reprendre plus tard le tournage. Je vais vite au fait. Au final, on aboutit en effet, après des discussions avec les médecins qui vont être les décideurs évidemment en dernier ressort, décision d'arrêter le tournage. Totalement. Donc on est sur une perte totale. Et il y avait aussi en effet des stop-dettes. On savait que de toute façon, les comédiens devaient partir tourner directement sur d'autres. Surtout on pense à des grands acteurs américains comme Johnny Depp, vous vous doutez bien, c'est sur des années souvent qu'il est engagé. Donc difficile de pouvoir en effet. Donc là l'assurance a tout pris en l'occurrence. Et voilà, la totalité. Est-ce que du coup vous avez assuré la version qu'il a fait avec Adam Driver 20 ans plus tard? Est-ce que vous n'avez pas osé y retourner Très sincèrement non, ça a été fait par des Américains à vrai dire. Moi j'ai un truc, est-ce que vous vous rappelez de l'explosion de AZF à Toulouse? Ouais. Je me rappelle plus quel tournage c'était. Bref, j'ai eu le directeur de production, je rigole pas, qui m'a appelé et qui me dit « On est en guerre !» C'était le premier téléphone qui passait depuis 1 heure. Tous les téléphones étaient coupés et j'étais la première personne qui lui parlait. Il était persuadé que on a été envahi ou qu'il y avait une guerre mondiale qui arrivait. Parce que tout était coupé là-bas. Tout était coupé. Le site avait explosé comme vous le savez. Non, c'est pas la guerre, c'est que ton truc à toi. Il y a un truc qui m'avait marqué. Alors c'est un téléfilm, figure-toi. C'était l'interprète de Louis Labrocante. Je vais en parler parce que évidemment ça a été là aussi médiatisé, il en a parlé lui-même, Victor Lanoux, qui a été victime d'un AVC en cours de tournage. C'est marquant à la fois parce qu'une personne évidemment est affectée et quand tu connais l'immense acteur qu'il était et voir à quel point ça a pu l'affaiblir et l'assurance est intervenue si tu veux, c'est un téléfilm qui surne comme on sait tous à peu près en 20-22 jours et en milieu de téléfilm survient cet AVC. Ce qui est marquant c'est qu'il a quand même réussi à le terminer 1 an plus tard, c'est ce que je voulais dire, avec des voix off parce qu'évidemment il n'avait pas retrouvé sa voix et ça c'est des petites choses qui te touchent humainement parce que tu t'identifies souvent. Ouais, moi j'avais la même chose avec Maurice Bénichou qui effectivement a eu un AVC pendant Omar m'a tué. La scène qui manquait c'était la scène de plaidoirie de la fin. C'est pas n'importe laquelle. Il y a eu un arrêt de 6 mois. Il a fait de la rééducation mais il avait gardé une paralysie faciale. Et du coup il y a eu une adaptation un petit peu du scénario. Le film s'est terminé, on l'a tous vu. Et la plaidoirie elle existe mais elle est tournée différemment de ce qui était prévu pour limiter, je dirais, l'impact. Comment vous avez vu évoluer votre place dans l'industrie au fil de votre carrière? C'est de plus en plus juridique, il y a de plus en plus de juridique. Ouais. Je trouve que nos clients nous interpellent de plus en plus sur des clauses dans leurs contrats signés avec les lieux. Les agents nous interpellent aussi beaucoup plus. Enfin, j'ai l'impression qu'on est loin de l'homme de Rio, non? Enfin, je sais pas si on pourrait le tourner aujourd'hui. Il fait toutes ces cascades lui-même en avion, voilà. Je sais pas où. Et Tom Cruise qui le fait quand même. Ouais. Certains acteurs français souhaitent faire leur cascade et moi je trouve ça super. Alban Lenoir, Thomas Sisley, Guillaume Canet que j'avais assuré sur Japlou effectivement où c'est vraiment lui qui sautait. Sur Ad Vitam aussi on a fait beaucoup la dernière voilà. mois. Je veux pas polémiquer mais je pense que oui l'homme de Rio on peut encore l'assurer. Oui je pense. Et que malheureusement on pourrait pas assurer les valseuses aujourd'hui. Exact. Ah oui. Il y a l'éthique qui a changé aussi. L'éthique a changé. Mais c'est juste qu'il y a plus de questions. En fait, je parlais du côté juridique. Donc il y a plus d'interactions, plus de juridique, plus de clauses, plus d'éthique, ouais. C'est ça. Mais de toute façon, tout est possible. Hein. Voilà. Comme tu as une judiciarisation qui est de plus en plus importante, on a développé ce qu'on appelle les garanties d'erreur-omission. C'est-à-dire que lorsque tu diffuses justement un scénario, au final, une création, derrière, évidemment, il faut protéger la chaîne des droits.
C'est le droit du titre, c'est le droit de la musique. Donc il y a une propriété derrière, artistique et intellectuelle, qu'il faut protéger de plus en plus, puisqu'on va te mettre en cause, en effet, si tu portes atteinte à ces droits. Au travers, en tout cas, de la diffusion, parce que, évidemment, tu n'as pas le droit d'utiliser une marque. Tu te doutes bien que quand tu as la virgule de Nike qui est utilisée, ben, tu n'as pas le droit de l'avoir à l'image. Voilà. Donc c'est devenu tellement complexe qu'il y a une nouvelle clause d'omission, un forfait fourre-tout qui est pour ceux à quoi on n'a pas pensé, on va dire. Voilà, disons, oui, mais surtout, une fois de plus, ça vient encore des États-Unis. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, les films français qui se vendaient aux États-Unis devaient avoir cette couverture d'assurance. Et puis petit à petit, C'est avec l'arrivée des plateformes, 15 ans, etc. Ouais. Et puis ça a été complètement accéléré avec les plateformes qui, elles, systématiquement veulent ce genre de couverture. Exact, parce que tu as une diffusion à l'international avec les plateformes qui font qu'évidemment, tu as une forte judiciarisation. On le sait bien aux États-Unis comment ça arrive. Nous, on a eu des cas, si tu veux, où il y a eu des mises en cause de nos clients, notamment sur des questions de plagiat et autres, où là, quand tu te retrouves ASC devant les tribunaux américains, les montants sont colossaux, ne serait-ce que en matière, évidemment, de frais de justice. Je me suis retrouvé, moi, dans une affaire avec plus de $1 million de frais de justice. Plus de frais de justice, avant même ça vous donne l'idée, avant même d'indemniser, en effet. Ouais, voilà. Donc, il y a des vrais sujets, en effet, qui sont très importants, qui sont donc évolutifs, hein, pour répondre à ta question, auxquels, évidemment, nous, comme ça, on répond de plus en plus, mais qui peuvent mettre en cause et mettre en péril, en effet, des productions. Il n'y a pas énormément de sinistres, mais quand il y en a un, il tape. Voilà. Fort. Par exemple, la diffamation. Ça paraît comme ça, on peut se dire, ouais, bon, en France, la diffamation, c'est pas très coûteux, ou en tout cas, on entend des montants. Mais aux États-Unis, une diffamation, tu peux aller jusqu'à des 1 million, 2 millions de dollars, quoi. Il faut avoir en tête, du coup, la partie assurantielle de la diffusion aux États-Unis, qui est Bien encore sûr. un autre secteur pour vous. Oui, donc vous devez exactement. caler aussi en droit américain pas mal, du coup. Totalement, voilà. Ça passe beaucoup avec les avocats, hein, des producteurs, hein, qui vraiment regardent ça. Ok, donc là, on a parlé de comment votre place dans l'industrie a évolué, et ensuite, comment l'évolution de la société a-t-elle fait évoluer les risques soulevés par les scénarios. Et on a parlé du climat. Mais HSS. Sur les notions de violence sexuelle, puisque c'est un sujet très important qu'on aborde tous. Aujourd'hui, il existe dans les contrats d'assurance des petites extensions, c'est pas une extension complète, qui permettent non pas de couvrir évidemment l'auteur, parce que l'auteur doit être puni pour les actes évidemment qui sont commis, mais c'est protéger quand même le producteur, ne serait-ce qu'un peu, avoir au moins des frais qui lui permettent de continuer, ou je dis pas évidemment de terminer forcément un tournage. Ou de subir une interruption. Essayer d'apporter, si tu veux, au moins un remboursement pécunier suffisant. Voilà où on en est aujourd'hui. On travaille sur ces sujets-là. Ouais, et heureusement, il y a des stages qui ont été mis en place par le CNC qui étaient obligatoires pour les producteurs et les chefs de poste et qui deviennent obligatoires pour tout le monde, y compris les comédiens, ce qui va faire une grosse différence. Et je crois que c'est suspensif, c'est-à-dire que si tu fais pas le stage, tu n'as pas les aides du CNC. C'est peut-être plus de la prévention, du coup. J'ai assisté à 2-3 séances moi-même, pas parce que j'ai concerné, parce que ça m'intéressait, et je trouve que la qualité des intervenants ça dure 4 heures, La formation, de ces séances, la formation, c'est formidable. Et bizarrement, moi j'ai constaté à chaque fois, on est une petite centaine dans la salle, et que chacun participe, chacun sent qu'il se passe quelque chose, et chacun donne ses expériences des 10, 15, 20 dernières années, et c'est extrêmement constructif. J'ai eu l'impression qu'à la fin de la séance, les gens étaient contents et libérés de pouvoir enfin aborder ce sujet dans un contexte qui était le CNC, qui est Cadré, comme ouais. la maison du cinéma. Et j'ai trouvé ça très vertueux parce que c'était nécessaire et c'est bien de le faire, et heureusement qu'on l'a. C'est fait d'une manière extrêmement rigoureuse et professionnelle. Oui, ça va même s'accentuer. Je pense que maintenant, ils vont installer aussi une personne qui sera là pour Absolument, conseiller un référent. sur les scènes intimes. Il y a le référent en permanence, et puis tu as un autre, Coordinateur d'intimité. une coordinatrice d'intimité, et ça, je trouve ça formidable. Pour les enfants, voilà. Les enfants, C'est essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions de société qui ont fait évoluer votre métier comme ça Il y a un régime de fonds de catastrophes naturelles qui couvre les problèmes climatiques liés aux catastrophes naturelles. Faut-il évidemment qu'il y ait un arrêté d'État, puisque comme tu sais, vous l'entendez souvent médiatiquement, il faut qu'il y ait un Premier ministre ou qu'un ministre, en effet, soit à l'origine d'un arrêté. Il doit déclarer la catastrophe naturelle, j'essaye de... Voilà, c'est ça. Et donc, la garantie va être activée à ce moment-là. La question qui se pose, c'est les intempéries qui sont d'intensité exceptionnelle, mais qui ne sont pas catégorisées comme catastrophes naturelles. Et c'est là-dessus qu'ensemble, on intervient et qu'on va travailler. Et il y a un autre sujet que j'ai aucune idée de quoi je parle, c'est l'interférence de l'IA dans les Oui, images. on en Bien sûr. discutait hier, Bien justement. Voilà, moi je suis très Oui, novice comment ça dans va ce se passer, truc-là. Là, c'est le début, là. Il y a une question d'assurance vis-à-vis de l'IA dans votre qui va métier. arriver, forcément. Enfin, je sais pas où vous en êtes Forcément, vous, on va mais faire quelque nous on est chose. hyper Oh bah nous, c'est bon, ça attentifs. marche, ils font tout le boulot, nous, Voilà, on c'est part au ça. week-end. Ouais, c'est ça, trop fort. Parce qu'il y a certains comédiens qui veulent pas. J'ai vu qu'il y a
un comédien qui avait pris position en disant je ne veux pas qu'on touche à mon image, je ne veux pas, etc. J'ai pas tout compris, mais je sens qu'il y a un truc qui arrive. Si jamais assez une costaud. voix est refaite ou jamais Voilà, un visage exactement. est refait sans l'accord du comédien, il y a une question d'assurance qui va entrer en absolument. jeu. C'est ça. Alors justement, la RC erreur omission viendra garantir normalement, ça. évidemment, il faut que ce soit un acte involontaire, hein, je le dis tout de suite, pour tout de suite rappeler que l'assurance n'intervient que quand c'est involontaire. Si c'est un acte volontaire, je trafique volontairement la voix. T'appelles ton avocat, Voilà, là. c'est pas couvert. mais ça n'existe d'accord. pas, ça. Mais comment ça pourrait être involontaire? Comment on pourrait involontairement, sans le faire exprès, retoucher une voix par IA ou un visage? C'est quoi le... Je pense pas forcément aux retouches de voix, mais il peut y avoir des voix qui soient proches. Par exemple, on a vu des Américains reprendre des scénarios différents en disant, bah écoutez, ça ressemble, on voit qu'il y a des phrases qui ont été reprises, on voit qu'il y a des intonations. Et c'est plutôt un comparatif qui va être fait en effet sur peut-être la voix, mais aussi le contenu scénaristique. Quand on voit les millions de titres musicaux, bah, à un moment donné, il peut se faire que involontairement, vous repreniez plus ou moins un refrain qui a été créé par ailleurs. Au niveau de la musique, oui. Tout d'un coup, vous vous retrouvez assigné par un gars qui vient en effet d'Autriche et qui dit, bah attendez, ça ressemble en effet à celui que j'ai fait. C'est un sujet qui va venir. Ouais. Ouais. Voilà. Ça donnerait quoi un scénario pensé par des courtiers en assurance? Un petit truc en moins. Moi, je dirais que ce serait très ennuyeux, que ce serait et si. Oh là là, l'assureur, nous on est courtier, mais il pensera évidemment à réduire le maximum de risques. On s'embêtera beaucoup, hein. Mais sauf que ça peut venir de n'importe quoi. Bon, tu le prends à l'envers. Ouais. Cite-moi 5 films où t'es un courtier ou un assureur dans le film. Polly et moi. Dans La main au collet, dans La New American. Voilà, c'est extrêmement rare. Donc, je sais pas qui ça va intéresser. Est-ce qu'on pourrait raconter une histoire de courtier? Peut-être. Ce sera plus facile et on Bah, l'encadrera. vu vos histoires, C'est ça. des gens qui parlent dans une salle assis, par exemple, il n'y a pas d'accident, il n'y a ça, pas de voilà. truc. Tout à fait. Donc Oui. en dialogue, je dirais pratiquement, en effet. Un monologue dans une pièce, mais l'AVC est toujours là, hein. Le risque majeur qu'on a dans notre métier, c'est l'indisponibilité des personnes suite à un accident, une maladie, auquel on ne peut pas penser. Et donc vous avez une comédie sympa, je sais pas, sans risque, mais tout d'un coup, Voilà, il a été joué au foot avec son fils là- le week-end et il s'est cassé la jambe. Il y a le film qui a été à Cannes, qui s'appelle Pater, où il y a 2 comédiens. voilà. Oui. C'est ça que vous avez dû l'assurer, ça a été super simple du Bah, coup. ça pas si simple parce qu'il y a quelqu'un d'âgé dans l'histoire. Tu te rappelles? Ça, Il me semble que le réalisateur était pas tout Ouais, donc, jeune. du coup, le scénario, il n'a pas tant d'incidence que ça sur. Un mot de la fin pour les scénaristes et aux réalisateurs. Continuez, putain. Oui. Continuez de nous surprendre surtout. sans Voilà. arrêt. Faites-nous rêver. Ouais, vous Voilà. êtes magnifiques. Ouais. Au contraire, continuez à créer. Ne venez pas dans l'assurance. Voilà, on vous adore. Ouais, surtout ne venez pas, t'as raison. Hein. Ne pensez pas à nous quand vous écrivez. Bah, C'est merci ça. à tous pour vos réponses. Ben, merci, Allez, bravo, merci Baptiste. beaucoup. Merci Baptiste. Très Merci. sympathique, Baptiste. Très sympathique. Les assurances et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Anne-Séverine, Hugo, Philippe et Olivier pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Merci à Marc-Antoine Robert et Mathias Weber pour leur précieuse aide dans l'organisation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.